essentiellement sur la rencontre du FCC à Kingakati autour de l'autorité morale Joseph Kabila. Il était question des tractations autour de la formation du prochain gouvernement que tout le monde attend avec impatience. Et d'après les informations qui ont filtré de Kingakati, la majorité parlementaire est clairement définie. Elle appartient au FCC. C'est donc au FCC de présenter le Premier ministre pour la formation du gouvernement. Mais cette version n'est pas entendue de la même manière au sein du CACH, qui pense qu'il faille trouver un informateur qui puisse identifier clairement cette majorité parlementaire afin de nommer un formateur du gouvernement. Nous parlerons aussi de la perspicacité de Martin Fayoulou qui ne s'avoue pas vaincu totalement. Actuellement, il se trouve dans le Congo central où il a encore une fois drainé des foules et à qui il a lancé un message. Si le temps nous le permet, nous allons porter notre regard finalement sur les défis prioritaires auxquels M. Félix Antoine Tshilombo doit faire face pour répondre dans un tout premier temps aux attentes si nombreuses de la population congolaise. Nous allons terminer, si vous voulez, avec cette nouvelle triste, ou j'allais dire ces nouvelles tristes. Nouvelle triste de la mort du patriarche Antoine Gizenga, qui est décédé ce dimanche. Son corps repose à l'hôpital du Cinquantenaire. Si nous avons le programme, nous ne manquerons pas de vous le donner. Vous le savez également, un autre patriarche est décédé, c'est Yorodia. Nous allons demander à nos invités, que je vais vous présenter dans quelques minutes, si ils ont retenu quelque chose de lui. Mais je demanderai aussi à mes invités s'ils ont eu la chance de taper sur les cuirs dans leur jeunesse, parce que au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, le corps de Ndaye Moulamba se trouve en principe au Palais du Peuple depuis 16 heures. Et mes invités, qui sont-ils? Je reçois M. Dieudonné Mwenze. Il est communicateur du FCC, il est membre du Conseil national du PPRD, il était porte-parole de M. Emmanuel Chadari, qui a été, comme vous le savez, les candidats malheureux à la présidentielle 2018. Avec lui, je reçois Maître Steve Kivota, porte-parole du Nouvel Élan, la Mouka, et il a été coordonnateur de l'Université populaire. Bonjour et bienvenue à vous deux. Permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs et une heureuse et fructueuse année 2019. Je crois que c'est la première fois que nous retrouvons sur ce plateau depuis que 2019 a commencé. Certainement, M. Luc, merci pour l'invitation. Meilleurs vœux à vous-même, à toute votre famille. Meilleurs vœux à mon co-débatteur Steve. Et meilleurs vœux à toute la maison Congo Web qui nous reçoit généralement de manière d'ailleurs exemplaire. Et surtout, joli coucou et meilleurs vœux aux promoteurs de cette chaîne. Et je pense à Chabani Record. Très bien. Alors, votre parti politique, le BPRD, il est en bonne santé? Est-ce que les élections étant passées, il n'y a pas eu d'écorchure, il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu, comme on dit, des guerres de famille? Monsieur Luc, je crois qu'il s'agit d'une question tout à fait de curiosité.
vérité, s'il faut dire ça comme ça, puisque beaucoup de gens ont commenté sur la santé du PPRD. Je parle de la santé actuelle, mais il faut avouer qu'au PPRD, tout se passe normalement bien. Les élections se sont déroulées dans les conditions que vous connaissez, mais il s'est fait que le PPRD a subi un choc. Il faut avouer. Moi-même, vous avez présenté cela à vos téléspectateurs, que j'ai été porte-parole de Chadari. Candidat Emmanuel Chadari Ramazani, le numéro 13. Il était d'abord porté comme candidat par notre parti. Et ce qui est arrivé en fin 2018 et début 2019 n'a pas été gai pour notre famille politique. Ce qui fait que ça arrive généralement à toute organisation, à tout être humain lorsqu'il est devant un échec. Et je crois que nous sommes, au moment où nous faisons l'évaluation, nous voulons savoir pourquoi ça nous est arrivé. Tout à fait. Qu'est-ce qui a amené à ce que nous puissions être là où nous sommes, puisque jusqu'à preuve de contraire, je le dis à tout le monde, le PPRD est resté la première force politique dans ce pays depuis 2006. Alors, à quoi vous invitez justement ce qui arrive, oui, c'est ce que je dis que nous sommes pendant la période d'évaluation. Nous ne savons pas encore le dire maintenant, puisque depuis 2006 et jusqu'à ces jours, donc avec les 3 cycles électoraux, le PPRD s'est montré toujours comme première force politique dans ce pays, au sein de la majorité comme au sein de l'opposition, ou par rapport à l'opposition. Nous sommes restés toujours la première force et nous pensions que nos assises sur dans la population, notre façon d'avoir pignon sur rue pourra nous permettre à ce que nous puissions avoir un candidat président de la République porteur de beaucoup d'espoir, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Alors nous ne savons pas encore le dire aujourd'hui devant vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous puissions arriver à cela, mais nous pensons qu'il doit y avoir un dysfonctionnement politique qui n'a pas permis à ce que notre candidat Ramazani puisse réaliser ses objectifs avec sa famille politique. Alors, c'est-à-dire d'être à la tête de ce pays. Vous allez me permettre, de manière ramassée comme ça, de pouvoir vous poser quelques questions. Bon, vous avez fait des bonnes études, ça je le sais. Vous savez que dans la symbolique des chiffres, 13 n'est pas un bon chiffre. Je crois vous avoir parlé de cela avant même les élections. Est-ce que le fait que M. Ramazani ait pris le chiffre 13, est-ce que cela n'a pas joué pour son échec? Non, d'abord il faut signaler que le chiffre 13 était un chiffre qui doit être attribué de manière hasardeuse. Tout à fait, justement, mais je crois que c'est la CENI qui enregistre les candidatures, qui se rend compte qu'après alignement de ces candidatures, tel prend le numéro tel. Donc ce n'est pas un problème de Ramazani lui-même en tant qu'individu d'avoir pris le numéro 13. Mais je ne pense pas aussi que ma nature soit cette nature de gens qui semblent beaucoup plus penser au surnaturel, à la métaphysique. Non, je suis un homme réaliste, généralement optimiste, et je pense qu'il ne faut pas trop se cacher derrière ce genre de réalité. Alors, ce qui est vrai, c'est que comme 13 ou pas 13, si c'était sa chance de passer, il serait passé. Puisqu'on a parlé de tous les chiffres pratiquement. Les gens ont commenté que veut dire 4, les gens ont commenté que veut dire 20, mais ce n'est pas pour autant que ça a empêché aux gens de pouvoir réaliser de bons scores à ces élections. Alors, je pense que ce n'est pas ça le problème. Mais je voudrais dire quelque chose d'important, M. Lick, c'est-à-dire lorsque vous me dites qu'est-ce qui n'a pas marché, je vous dis nous sommes à l'heure d'évaluation, puisque la vérité c'est quoi? C'est qu'il faut bien jeter un regard sur la composition de la représentation nationale. Puisque l'Assemblée nationale est constituée de ces élus au suffrage universel direct, comme l'élu président de la République et les élus députés provinciaux. Ces gens ont été élus ou ces élus l'ont été le même jour, pratiquement à la même minute, à la même seconde. Des électeurs qui entrent dans l'isoloir et qui sont devant 3 choix. Ils choisissent un candidat président de la République, ils choisissent un candidat national et un député provincial. Mais aujourd'hui, la configuration est laquelle? Vous avez un président de la République qui vient de l'opposition,
Mais vous avez une assemblée nationale majoritairement du FCC et vous avez des assemblées provinciales majoritairement également du FCC, avec possibilité d'avoir le Sénat majoritairement FCC, toutes choses restant égales par ailleurs, et avec possibilité également d'avoir des exécutifs provinciaux majoritairement FCC. Est-ce que sur le plan politique, ça peut s'expliquer qu'un électeur entre dans un isoloir et puisse porter son dévolu sur l'opposition pour le premier choix et pour les deux autres derniers choix, il jette son dévolu sur le FCC, c'est-à-dire le pouvoir sortant. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut une irrationalité. Et comme vous avez dit, les gens qui mènent encore des recherches dans le domaine des sciences politiques pourront peut-être nous édifier demain ou après-demain. Moi-même, je pense aussi à faire un travail là-dessus pour que l'on comprenne, qu'on fasse comprendre à l'opinion que c'est-il passé, puisque là, nous sommes au suffrage universel direct, le même jour, à la même seconde, différemment avec ce qui s'est passé en 1960, où vous aviez eu Lumumba voté au suffrage universel direct et majoritairement dans l'Assemblée nationale, mais avec Kasavubu, puisque les gens ont tendance à comparer ça, mais Kasavubu qui a été voté au second degré avec un mot d'ordre pratiquement qui avait été donné par les Lumumbistes à son temps. Là. Très bien. Maître Steve, vous êtes du Nouvel Élan. Nouvel Élan, je rappelle, c'est cette plateforme initiée par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, et donc de l'Amouka. Vous avez été aussi, du moins selon la proclamation des élections, malheureux, votre candidat Martin Fayoulou n'est pas passé président de la République. Bon, il s'étargue d'être élu, ainsi de suite. Est-ce que l'Amouka va bien? L'Amouka va très bien, d'autant plus que nous sommes en osmose avec le peuple congolais, du moins sa grande majorité. Et je pense que le combat de la vérité des urnes sera très utile à la nation, aussi bien pour l'Amouka que pour le FCC. J'ai senti la tourmente dans les propos de Maître Dieudonné Mwenzé. Et il parle effectivement de l'ère des évaluations. Je pense que pour le PPRD, l'évaluation doit se faire de manière très sérieuse. Parce que le PPRD a représenté le mal congolais. Ce parti avait tout le pouvoir et n'a rien fait malheureusement pour le peuple congolais. Ils avaient tout l'exécutif, président de la République comme Premier ministre, tout le législatif, ou à la limite l'Assemblée nationale, les législatives les plus importants, avec Aubin Minakou, et toute la province. Qu'ont-ils fait de la République? Je pense que en réalité, la débâcle était beaucoup plus importante que celle que le PPRD a obtenue. D'ailleurs, nous les comprenons par après à travers l'aveu de Maître Dieudonné Mwenzé, quand lui-même il ne reconnaît pas la cohérence des résultats entre la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Il fait déjà un aveu pour dire, malgré qu'on a recueilli les résultats, nous estimons que le FCC ne mérite pas cette majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et cette majorité au niveau des assemblées provinciales. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lui-même, il l'a dit, que ce n'est pas cohérent que Félix Tshisekedi, qu'on proclame président de la République, il obtient 8 millions de voix, avec 8 millions de voix, 7 millions. 7. Martin Fayoulou avec 6 millions de voix et quelques. Le 2, 6 millions plus 7 millions, ça fait plus de 70%. Plus de 70%. C'est 72% de manière précise. Et les résultats obtenus par le FCC aux législatives nationales, pour ne prendre que ça représente aussi 70%. Donc plus de 350 députés. Ce qui montre qu'il n'y a pas de cohérence. D'où effectivement le gangstérisme électoral. Il ne faut pas demander aux politologues d'aller étudier une situation que tout le monde peut comprendre. Pourquoi la CENI n'a pas voulu que les centres locaux de compilation des résultats puissent travailler? Parce que la CENI préparait du gangstérisme électoral. La CENI a voulu nommer là où le peuple devait élire. C'est aussi clair que ça, parce que la loi électorale nous dit que pour proclamer les résultats,
c'est les chapitres concernant les résultats, ça part des articles 68 à 72, où on parle de la procédure pour proclamer les résultats. On dit forcément, on doit passer par les centres locaux de compilation des résultats. Là où nous, le parti politique, sommes censés envoyer nos témoins, là où les agents de la CENI doivent travailler de manière transparente et nous délivrer un PV. Ça n'a pas été fait. À la place, ils ont eux-mêmes, les agents de la CENI, reconnu qu'ils ont utilisé les résultats provenant de machines à voter à travers le flash disk, les clés USB. Donc, nous tous, nous savons que les données dans le clé USB peuvent être modifiées à souhait. Et ce sont ces résultats-là qu'ils nous ont donnés. Comment l'ont-ils compilé ces résultats? Parce que la loi dit, article 37 de la loi électorale, vous ne pouvez pas compiler les résultats sans la présence de témoins. Sinon, ça peut être une cause d'invalidation du scrutin. Mais ils ont compilé ces résultats sans la présence de témoins. Comment pouvons-nous nous étonner que le FCC puisse obtenir ex nihilo plus de 70%, là où le peuple a rejeté la continuité, parce que le PPRD, l'AMP et le FCC représentaient la continuité dont le peuple ne voulait plus. Le peuple voulait les changements, malgré les résultats tronqués de la présidentielle. On a pu démontrer que le changement représentait plus de 70%, et c'est tout à fait normal que ça puisse se répercuter au niveau législatif national, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, que les gens ne puissent pas nous mentir, nous savons que nous, en droit, on dit l'exception confirme la règle. C'est pas parce qu'il y a des situations exceptionnelles que cette situation peut contredire la règle. Au fait, le principe était, quand on descendait sur terrain, le peuple identifiait l'appartenance politique de candidats par rapport à l'effigie de leur candidat à la présidentielle. Et ceux du FCC, on le désignait facilement, on le constatait facilement qu'ils étaient du FCC, soit lorsqu'ils ne mettaient aucune photo d'un candidat à la présidentielle, soit lorsqu'ils mettaient la photo de Chadari. Donc le peuple était fixé. C'est vrai qu'il y avait quelques rusés qui ont pu tromper la vigilance du peuple, mais en termes de principe, nous devions d'abord avoir une grande majorité parlementaire, la Mouka cache, et par après avoir une minorité du FCC qui devrait quand même essayer l'opposition dans notre pays. Donc ces résultats ont été tronqués et ça a été l'objet du gangstérisme électoral. Heureusement que les Américains ont sanctionné leurs auteurs. Nous estimions que l'Union européenne va faire la même chose et le peuple va se charger d'eux au moment opportun. Oui, alors je reste encore 2 secondes avec vous. Les Américains ont sanctionné Nanga, Obin Minaku et tant d'autres. Est-ce que ces sanctions sont consécutives à ce que vous appelez gangstérisme électoral, ou est-ce que c'est dû au fait que, d'après les Américains, ils se sont comportés pas de manière correcte selon leur politique, ou est-ce que c'est dû au fait que effectivement, ils ont gâché le processus électoral et d'où la sanction des Américains? Mais je vous dis, je ne vous apprends pas que peut-être le meilleur service de renseignement au monde, à la tête, ça peut être les États-Unis et après la Russie. Ils sont aussi mieux ou de loin mieux informés que nous. Nous savons qu'une famille politique s'est réjouie ou s'est réjouissait dans une grande place à Kinshasa sur la mise en place du seuil électoral. Et le seuil électoral a contribué à cette obtention de la majorité parlementaire écrasante du FCC. En fait, par le seuil, on vous élimine dans l'obtention de sièges. Et en donnant autant de seuils aux listes du FCC, ça donne peu de possibilités aux listes de la Mouka ou de Cash d'avoir autant de candidats. Donc il y avait comme ça de stratégie. Et vous savez, c'est lui qui s'est beaucoup réjoui sur cette question des seuils. Il est parmi les sanctionnés. Je pense que le président de la CENI, c'est les plus grands, c'est les chefs d'orchestre. C'est lui qui a tout fait.
Et le gangstérisme électoral, on ne peut même pas chercher à le prouver, parce que le fait de violer de manière flagrante la loi électorale, en ne permettant pas que le CELSER fonctionne, il s'agit du gangstérisme électoral. En utilisant les résultats de Flash 10, il s'agit du gangstérisme électoral. En privant aux témoins le droit de participer à la compilation des résultats, c'est ça le gangstérisme électoral. Donc, les États-Unis n'ont pas voulu effectivement entrer dans le détail de sanctions, mais ils ont entre autres démontré au président proclamé qu'il a un problème de légitimité. D'ailleurs, pour la majorité du FCC, la question ne se pose pas, c'est une majorité fabriquée, et je pense que le peuple congolais devra au moment opportun sanctionner toutes ces personnalités. Monsieur Moïse, en fait, soit dit en passant, Monsieur Moïse n'est pas avocat comme vous, hein. Il n'est pas avocat comme vous. En fait, Monsieur Moïse, d'après l'analyse de Maître Steve Kivota, les résultats obtenus, proclamés par la CENI, ne reflètent pas la réalité de l'expression du corps électoral. D'où il emploie l'expression gangstérisme électoral. Moi, je crois que vous-même, vous avez été victime de ce gangstérisme électoral. Alors, votre rencontre de Kingakati, poursuivez une finalité pour, j'allais dire, former une équipe gouvernementale, puisque il y a une majorité qui se dégage du FCC et vous pensez que 340, hein, c'est ça, 340 députés, 342 députés, c'est déjà la majorité écrasante, et donc vous êtes en droit de présenter le futur Premier ministre. Monsieur Luc, merci d'abord pour la précision, puisque bon, il s'est fait qu'à un certain moment, la lecture que nous faisons des textes juridiques fait de nous des maîtres par moment, mais nous avons tellement légiféré qu'on a été déformés. Je crois que c'est un constat qui n'est pas déploré, mais beaucoup de gens m'appellent comme ça. Tout à fait. Que je suis du domaine, alors que je crois que c'est le fait qu'on a beaucoup légiféré, qu'on a plus interprété les textes de loi, que l'on a cette déformation. Je ne voudrais pas revenir sur la cohérence ou la non-cohérence telle que déplorée par mon co-débatteur Steve. Je ne pense pas que lorsque l'on parle de la non-cohérence, que ça soit nécessairement ce qu'il appelle gangstérisme électoral. Non, je crois qu'il y a une autre lecture que l'on peut faire. Et je n'ai pas eu tort de faire appel à ces spécialistes en sciences politiques de pouvoir dire il faut qu'une étude sérieuse soit menée pour que les gens comprennent. Ça ne veut pas dire nécessairement que la majorité qui a été accordée aux députés nationaux et provinciaux a été une majorité fictive. Non, ça ne veut pas dire nécessairement ça. Je crois qu'il y a une interprétation qu'il faut donner. Et je comprends lorsque mon co-débatteur récupère le constat pour en faire son cheval de bataille. Je sais qu'ils sont dans une contestation électorale, que lorsqu'ils apprennent qu'il y a eu manque de cohérence à tel niveau, tel autre niveau, pour eux c'est une raison de plus pour justifier leur lutte. Je suis tout à fait d'accord, je peux les lui concéder. Mais je constate que ce n'est pas l'explication qu'il faut donner à ce manque de cohérence tel que je venais de le déplorer. Puisque la vérité c'est quoi? C'est que sur les 3 scrutins, vous n'allez pas dire que les électeurs n'ont pas été cohérents sur les 2 scrutins par rapport à un seul. Puisqu'en principe, nous sommes un peu comme sur un rapport de 2 sur 3. Tout à fait. Puisqu'il y a eu les législatives nationales et les provinciales, les électeurs sont lucides, mais vous allez les trouver au niveau de la tête et vous n'allez pas dire qu'ils ne sont plus lucides. Non, il ne peut pas manquer de lucidité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut savoir expliquer ça, et il faut peut-être beaucoup plus écouter la population pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Puisque ce manque de cohérence peut aussi se justifier par le fait que nos amis de la Mouka, qui pensent qu'ils devaient prendre la présidentielle, c'est ce qu'ils disent. Aujourd'hui, ils parlent toujours au rythme des vérités des urnes. Mais ils ne parlent pas de l'Assemblée nationale.
Puisque j'ai vu les statistiques et je crois qu'ils tournent autour de 70 députés. Mais ils ne disent pas aussi que le fait qu'ils devaient prendre la présidentielle, il fallait nécessairement qu'ils soient majoritaires à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que les gens ne l'entendent pas trop. C'est pour cela que nous voyons beaucoup plus le candidat malheureux, M. Fayoulou, faire la ronde dans ce qu'il appelle ses fiefs électoraux, mais il ne semble pas beaucoup plus mettre la main sur ce que nous appelons la représentation nationale au niveau de l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Je crois qu'il faut comprendre ça comme ça. Alors, et lorsqu'il revient aux sanctions, je vais terminer par ça avant de répondre à votre question de la rencontre du Kinga Kati. Oui. Lorsqu'il revient sur les sanctions des responsables, je crois qu'il faut savoir doser ce que l'on dit. Bon, c'est vrai qu'ils se sont réjouis par le fait qu'ils ont vu que nombreux, ce sont les gens des institutions qui ont été sanctionnés. Mais je crois qu'il ne faut pas beaucoup plus lier ça directement aux élections. Il est vrai que les membres de la CENI ont été sanctionnés, mais je pense que si on devait aller très loin, comme il le dit, puisqu'ils sont informés convenablement, on ne pouvait pas se limiter à sanctionner le président et le vice-président. Je crois que vous savez l'organisation de la CENI, on n'a pas simplement un président et un vice-président. On a aussi des rapporteurs là-dedans, on a aussi des questeurs, on a aussi ceux qui sont même chargés de la logistique, qui ont été chargés de passer commande. Mais lorsqu'on trouve que parmi les sanctionnés, il y a même un certain conseiller simplement. Il y a même un conseiller simplement. Donc vous voyez qu'il y a une lecture qu'il faut faire sur ça. Et lorsqu'il évoque le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, bon, aujourd'hui il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi le département américain ne l'avait pas sanctionné à son temps? Puisque là, je crois, lorsqu'il parle de la révision de la loi électorale, nous étions encore en 2018, pratiquement au milieu de l'année. Mais pourquoi ils n'ont pas sanctionné? Puisque le département américain n'a pas existé quand même seulement en 2019. Ce département existe depuis la nuit des temps, depuis la 2018. Pourquoi ces sanctions ne sont pas arrivées à son temps contre Oben Minaku en tant que président de l'Assemblée nationale, puisqu'il parle du seuil d'éligibilité, et seulement aujourd'hui, en 2019, au mois de février, on va prendre des sanctions contre lui. Je crois que nous, Congolais, nous devons être lucides, M. Steve. Nous ne devons pas nous laisser l'erreur, puisque on a sanctionné celui qu'on voudrait être sanctionné. Demain, ça peut être votre tour, ça peut être le tour du responsable de votre parti. Nous sommes là pratiquement devant des responsables internationaux qui veulent faire la chasse à l'homme et qui pensent qu'il faut faire un montage pour récupérer tout celui que l'on veut pour le sanctionner. Je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui avec ceux qui sont sanctionnés. Pour revenir sur Kinga Kati, je crois que c'est clair. D'ailleurs, même mon co-débatteur retient bien le chiffre de 342. C'est que réellement, le FCC est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Sur les quelques 400 puisqu'il n'y a pas encore eu des élections à Beni, Tembo et à Yumbi, nous ne sommes pas encore à 500 députés, mais nous avons déjà raflé plus de 440 députés. Donc ça fait 300 plutôt 40 députés, ça fait 342 députés. Donc c'est déjà une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que la rencontre de ce jour-là, d'ailleurs ça fait déjà 2 rencontres qui se succèdent avec les responsables du FCC, puis avec les élus du FCC le dimanche dernier, ce n'est pas nécessairement en termes de gouvernement comme vous avez dit, mais je crois que c'est en termes d'abord de rappeler les troupes à l'ordre, pour comprendre que nous sommes dans une organisation. À tout moment, il faut rappeler les gens à l'ordre, à la discipline. À la discipline. Non, même si on ne le constate pas, mais ça existe dans chaque groupe politique. Et je vous ai dit ça tout à l'heure que lorsque le FCC connaît un échec, c'est un choc. Les gens peuvent être secoués, puisque nous avions perdu à la présidentielle. Mais il faut toujours appeler les troupes pour dire, attention, ce n'est pas la fin du monde, il faut colmater les brèches, il faut se ressouder pour voir l'avenir avec optimisme. Je crois que ça, c'est d'abord le premier point. C'est-à-dire, on fait le rappel des troupes, mais aussi, nous sommes devant ce démenti sanglant qu'il faut porter à la face de l'opinion. À ceux qui ne pensent pas que le FCC n'est pas majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est établi noir sur blanc que le FCC, même s'il n'a pas été enregistré comme tel, comme parti politique ou regroupement politique au niveau de la CENI, devant présenter les candidats aux législatives nationales, mais il est établi que dans cette famille,
la majorité et se retrouve au sein du FCC et que c'est le FCC qui a le nombre le plus important de députés nationaux, qu'il ne faut pas nécessairement recourir à l'article 78 de la Constitution qui prévoit qu'il faut passer par un informateur et qu'on peut gagner du temps compte tenu des attentes multiples et pressantes de notre population en désignant un formateur du gouvernement directement et à passer à l'essentiel avec un Premier ministre. Je crois qu'on gagnerait beaucoup plus en temps qu'aller dans les tournures inutiles. Maître Steve, est-ce que vous avez une réponse à ça et puis vous allez nous dire... Bon, il n'est pas tellement concerné, il risque de ne pas avoir une réponse à ça. Je suis très concerné. Et vous allez nous dire un mot sur cet acharnement de M. Fayoulou à pouvoir retourner à ce que nous avons appelé ici fiefs électoraux, dire aux gens de rester éveillés, de rester attentifs, de continuer le combat. Est-ce qu'il ne tournerait pas de page et voir autrement les choses? Allez-y. Premièrement, je voudrais commencer par dire God bless America. Les Américains ont bien fait de sanctionner ces personnalités. Je pense qu'ils doivent étendre leurs sanctions. J'étais dans un parti qui était plutôt d'obédience nationaliste. Et moi, je ne voudrais pas que l'on confonde le nationalisme avec le souverainisme qui très souvent est suicidaire pour les intérêts du peuple. Et d'ailleurs, si on analyse bien, la souveraineté internationale d'un État dépend de sa capacité à savoir respecter la souveraineté du peuple. Lorsque nous avons des institutions qui à chaque fois ne sont pas légitimes parce qu'on extorque le pouvoir du peuple pour le confier à des illégitimes, nous ne pouvons pas nous défendre face à des sanctions venant soit des Américains, soit de l'Union européenne. Cette fierté, on l'obtiendra le jour où nous aurons réellement des institutions légitimes qu'on n'a pas aujourd'hui. Les législatives nationales et provinciales, est-ce que la MOUCA ne les réclame pas, ne réclame pas la vérité des urnes aussi pour ça? Nous réclamons pour tout. Les élections étaient tronquées, il y a eu du gangstérisme électoral à tous les niveaux. Tout ce qu'on a dit sur les centres locaux des compilations, sur les résultats provenant des flat disques, c'est à tous les niveaux. Et nous savons que le vrai pouvoir, même si ça peut dépendre de la présidence, mais ça ne vient pas de la présidence. Pour gouverner ces pays, on a besoin d'une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, mais aussi aux assemblées provinciales. Donc nous ne cherchions pas seulement la présidence de la République, parce que nous voulions gouverner le pays, et pour gouverner le pays, il fallait avoir les différentes majorités. Et le peuple voulait les changements. Si nous refusons votre majorité tronquée, trafiquée, c'est tout simplement parce que le peuple a voulu le changement et a pensé l'obtenir grâce à la MOUCA et à travers la MOUCA. Donc le peuple ne pouvait pas créer cette confusion en optant pour le FCC au niveau des législatives. Majorité parlementaire du FCC, parlons-en. Malheureusement, voilà la raison pour laquelle Martin Fayoulou doit continuer son combat. Nous avons aujourd'hui une confusion en termes de fonctionnement institutionnel entre un président de la République qui ne s'assume pas et une majorité parlementaire qui se sait tronquée et qui a peur des institutions. J'ai entendu M. Dieudonné Mwenze nous parler du temps, il faut gagner du temps. Malheureusement, ils n'en ont pas gagné quand il fallait organiser les élections. De 2016 à 2018, ils nous ont plutôt fait perdre du temps. Et maintenant, quand on parle de la majorité parlementaire, soyons républicains. Premièrement, la première personne à plaindre, c'est le président proclamé Félix Tshisekedi. Pour désigner un informateur, il n'a pas besoin d'attendre une autorisation venant du FCC. Pourquoi traîne-t-il? Et ça nous donne effectivement l'impression, et même au peuple congolais, que sa légitimité pose problème. D'où la fameuse question que certaines personnes soulèvent sur sa probable désignation comme président. Deuxièmement, c'est au niveau du FCC. Pourquoi avez-vous peur de l'informateur? Parce que ce sont vos partenaires du cash qui les disent. Premièrement, vous avez tout faux en considérant que la majorité parlementaire est déjà là. C'est faux. Parce que la Constitution, en parlant de la majorité parlementaire venant d'un parti politique, parce que c'est seuls les partis politiques qui sont reconnus par la Constitution,
et par la loi sur le parti politique, même si la loi électorale a reconnu aussi au regroupement politique une existence juridique. Mais FCC est une plateforme électorale non connue par les institutions. Et sur le plan institutionnel et constitutionnel, si le parti politique ou les regroupements politiques ne disposent pas de la majorité parlementaire, c'est à l'informateur qui est une fonction institutionnelle de pouvoir constater une nouvelle coalition au sein de l'Assemblée nationale, une coalition majoritaire. Et ce travail-là devrait se faire pour qu'on soit sûr que ceux qui se mettent ensemble, non seulement ils veulent être ensemble, mais ils ont aussi un programme d'ensemble, un programme commun. Donc la majorité, ce n'est pas qu'une coexistence physique. C'est d'abord une coexistence des idées et d'un programme, d'une vision. Troisièmement, pourquoi il se trompe? Mais le président sortant, Joseph Kabila, a dit qu'il souhaiterait que CASH et FCC se mettent ensemble pour créer une coalition majoritaire. Donc la coalition majoritaire dont on devrait parler, ça ne serait plus le FCC. C'est une nouvelle coalition FCC-CASH qui devrait peut-être prendre un autre nom. Donc quand vous optez pour une coalition, mais vous montrez la majorité qui ne vous appartient qu'à vous, comme si il devait désigner un Premier ministre dans le cadre de la cohabitation, vous avez tout faux. Donc l'informateur a un travail à faire, il doit mettre ensemble cette formation politique, cette plateforme que vous avez créée, le FCC, ensemble avec les CASH, vous devez créer une coalition d'ensemble, lever un programme commun que devra par après enrichir le Premier ministre qui sera désigné pour l'exécuter. Donc la coalition dont on parle, ce n'est pas celle que vous avez créée, vous devez rentrer dans les stades institutionnels, mais ce qui est à plaindre, c'est d'avoir un président qui ne s'assume pas. Désigner un informateur, c'est une compétence discrétionnaire qui appartient au président de la République. Il ne doit pas la négocier avec le FCC. Alors, vous allez réagir. Alors, l'engouement qu'on constate, et puis la perspicacité de Martin Fayoulou, partant d'une province à l'autre, drainant de foule, toujours le même discours. Merci d'avoir porté votre dévolu sur moi, restez éveillés, restez attentifs, nous continuons le combat. Jusqu'où veut-il aller? Jusqu'à obtenir la vérité des urnes. C'est-à-dire clairement à obtenir et à savoir celui qui a été réellement élu président de la République et qui sont ceux qui sont réellement des élus comme députés nationaux ou comme députés provinciaux. Cette vérité est importante pour le présent et l'avenir. Pourquoi? Premièrement parce que nous estimons que le changement que le peuple a tant recherché ne saurait être obtenu par de gens qui ne seront jamais redevables au peuple, qui n'ont jamais été élus par le peuple. Aujourd'hui, nous constatons la confusion qui existe entre la majorité présidentielle obtenue, soi-disant par le président Félix Tshisekedi, le président proclamé, et la soi-disant majorité parlementaire obtenue par le FCC. Il y a une confusion, ils ne s'assument pas parce qu'ils savent que leur pouvoir ne vient pas du peuple. C'est le premier problème à résoudre aujourd'hui. Deuxième problème, nous aurons finalement un président légitime. Aujourd'hui, nous voyons le président Félix Tshisekedi, aussi bien à l'international qu'à l'interne, il ne fait que des opérations de charme tendant à l'aider à recouvrer une certaine légitimité. Et pour l'avenir, on doit finalement nous réconcilier avec le peuple qui doute que ceux qui sont déclarés élus, que ce soit réellement des gens que lui-même pour lesquels il a voté et pour lesquels il a donné la majorité de suffrages. C'est ce qu'il faut résoudre comme problème. Sinon, la question électorale, ça sera une question de gangster, où les gens vont commencer à se partager de butin. Finalement, nous aurons de temps à autre de victimes, même dans le même camp politique. Alors, Monsieur Moïse, nous avons du temps. J'avais une réaction. Je crois que vous me donnerez assez suffisamment de temps. Non, il ne nous reste que moins de 7 minutes. Alors, et je crois que je l'ai entendu parler pendant longtemps. Oui, bon, je voulais dire ceci, j'ai gagné du temps. La question que je pose, c'est quels sont les défis auxquels le président actuel doit faire face et les attentes auxquelles il doit répondre
prioritairement. Et si vous voulez rebondir sur ce que vous voulez dire, vous allez comptabiliser ça dans votre... Oui, il faut que je précise. Hein, il y a des choses qui nécessitent de fixer l'opinion. Très rapidement. Je voudrais d'abord dire que puisque nous parlons beaucoup plus du passé, puisqu'aujourd'hui, ici, parler des contentieux électoraux, je crois que c'est déjà un peu du passé, par le fait que, par exemple, pour la présidentielle, l'institution... Cour constitutionnelle s'est déjà prononcé là-dessus, on ne peut plus y revenir tellement. Mais nous parlons beaucoup plus du passé, que nous perdons même de l'énergie pour rien. Je crois que l'opinion est déjà fixée, que nous avons déjà un président de la République, et le reste, ce n'est que la course derrière le vent. Alors, j'entends parler des fiefs électoraux. C'est pour cela que j'ai dit on parle pratiquement du passé, pendant longtemps pour rien. Puisque lorsqu'il y a eu élection dans un pays et qu'il y a eu des élus, notamment au niveau de la présidentielle, le président qui est élu est président de tout le monde. Donc, et de ceux qui ne l'ont pas élu et de ceux qui l'ont élu. Aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'il y a un tel coin pour X et un tel coin pour Y seulement. Non. Tshisekedi, le président Antoine Tshisekedi Félix, il est président de tous les Congolais, de partout, de Kikwit, de Maïndombe, de Beni, du Kasaï et du Congo central, de partout. Il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Donc, ce qui est passé est déjà passé et ça ne sert à rien qu'on court derrière le vent alors que les institutions habilitées à pouvoir prononcer les résultats définitifs l'ont déjà fait. Alors, lorsque j'entends mon co-débatteur revenir sur les recours par rapport à ceux qui sont dans l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales, je crois que c'est archi faux. Nous avons vu la Mouka courir derrière les résultats, ce qu'ils appellent les résultats des urnes, avec pratiquement un contentieux auprès de la Cour constitutionnelle. Mais auprès de cette Cour, je n'ai pas vu un contentieux de la Mouka par rapport aux députés nationaux, je n'en ai pas vu. Et par rapport aux cours d'appel dans les différentes provinces, on ne voit pas la Mouka derrière les différentes cours d'appel pour dire nous avons aussi un contentieux par rapport à nos élus provinciaux. Non, l'acharnement c'est autour de l'élection présidentielle. C'est pour cela que j'ai dit qu'on a pratiquement oublié le reste et on pense qu'on peut diriger simplement le pays avec la présidentielle. Par quoi le président ne voudrait pas que l'on confirme ce que nous n'avons pas dit autour de cette étape, c'est-à-dire que le président Tshisekedi n'a pas besoin d'une autorisation pour nommer un informateur ou un formateur du gouvernement. Il n'a pas besoin de cette autorisation et comme il l'a dit, il est dans son pouvoir discrétionnaire en train de consulter les différentes forces politiques pour que le moment que nous-mêmes va choisir, il a dit, il donne l'impression d'attendre. C'est ça ce que j'ai dit, sont des a priori, des prétextes que l'on a sur quelqu'un, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Donc il n'y a aucune autorisation. Je termine par le FCC avant de revenir sur les défis. Le FCC, je crois qu'il a développé une bonne théorie, mais le FCC, c'est connu bien que cette plateforme a une coexistence aussi sur base idéologique. Il ne va pas dire que c'est seulement physique. Rappelez-vous qu'avant les élections, le FCC a été monté et le FCC a un programme à tous les niveaux. Le FCC, c'est celui-là qui a présenté les candidats à tous les niveaux, en commençant par la présidentielle jusqu'au niveau des législatives provinciales. Il ne nous reste que 2 minutes. Je vais quelques temps sur les défis, puisque je ne mettrai pas beaucoup de temps sur ça. Il ne reste que 2 minutes. Je gère bien mon temps, je ne reviendrai pas beaucoup de temps sur les défis. Je voudrais dire quelque chose par rapport au FCC en disant ceci, que le FCC, c'est une coexistence de personnalités politiques sur base d'une idéologie politique. Ces gens partagent un seul programme ensemble. Donc il ne faut pas qu'on pense que ce sont les gens qui se sont retrouvés comme une soirée ensemble pour dîner et penser que c'est ça le FCC. Non, le FCC a commencé depuis longtemps sur base des réflexions politiques d'ailleurs. Alors, le défi dont vous parlez, les défis sont pluriels. Les défis sont pluriels. Je peux ne pas même faire 30 secondes. Les défis sont pluriels. Les défis sont nombreux et les défis sont complexes. Et le pouvoir actuel, avec à la tête M. Félix Tshisekedi, je crois que le peuple attend. J'ai vu une vidéo où les gens disent 100 jours c'est beaucoup, 100 jours c'est beaucoup. Je crois que vous avez vu ça sur le net. Tout à fait. Donc c'est vous dire que les gens ont des attentes pressantes. Ils pensent que même 30 jours, il a déjà passé 30 jours depuis hier. Donc les gens pensent que c'est déjà beaucoup. Il faut résoudre et solutionner beaucoup plus les problèmes des Congolais, notamment le social des Congolais. Les gens, vous savez, aujourd'hui, le méca dont on parle, le méca de farine ou bien de maïs, c'est combien déjà? Ça a pris l'ascenseur. Les
Les gens veulent voir ça. Les gens veulent voir ça. Je crois que c'est ça un peu la priorité des Congolais. C'est être apaisé dans son vécu quotidien. Alors, maître Steve, Antoine Gizenga est décédé. Il est décédé après quelques jours, après le décès de monsieur Hérodian de Bazi. Et puis, si vous avez tapé sur les cuirs dans votre prime enfance, la mort de Ndaye Mutumbula, qui meurt avec le record de buts, 9 au total, dans une seule édition de la phase finale de la CAF. Très rapidement, et on va terminer par là. Malheureusement, la société congolaise est tellement pauvre que nous n'arrivons pas à donner le minimum qu'il faut à nos artistes, à nos grands footballeurs, parce qu'ailleurs, la richesse de footballeurs et de stars de musique ou même de théâtre, ça vient de la population qui a un pouvoir d'achat, qui consomme le produit de ces différentes stars. C'est ce qui fait qu'ils aient un minimum. Je regrette qu'une aussi grande personnalité parte comme ça. Je parle de Ndaye Mutumbula. Et pour le patriarche Antoine Gizenga, il a été de tous les combats. Il a donné ce qu'il a fallu à la République. Il a été dans la lutte pour l'indépendance, la lutte contre la dictature, et il a même commencé dans cette lutte pour la bonne gouvernance du pays. C'est maintenant à nous autres héritiers de ces grands patriarches de perpétuer cette lutte. Mais je voudrais rapidement répondre à votre question sur les défis, parce que malheureusement M. Dieudonné Mwenze n'y a pas répondu parce qu'ils n'ont pas de programme, et ils n'auront probablement pas de programme d'ensemble avec Cash non plus. Pour les contentieux des législatives nationales, nous savons comment ça fonctionne, ainsi que beaucoup de candidats n'ont pas mu. Pour l'informateur, eh bien, un président n'a pas besoin de consulter pour désigner un informateur. C'est l'informateur qui consulte les forces politiques. Malheureusement, nous avons un président qui ne s'assume pas, malheureusement, d'où un problème de légitimité. Et le FCC, il n'y a pas d'idéologie, soyons sérieux. Au FCC, il y a des gens de la droite, de la gauche, de l'extrême droite. Finalement, il y a même des gens sans idéologie. Donc, le FCC, ce n'est pas une plateforme politique idéologique. Concernant le patriarche Antoine Gizenga, d'aucuns disent qu'il a laissé le parti, le Palou, en lambeaux. Vous, hier, vous fûtes du parti. Aujourd'hui, je pense que vous ne l'êtes plus parce que vous vous présentez comme Nouvel Élan. Donc, c'est d'une certaine manière sa responsabilité à lui, rapidement. Effectivement, la responsabilité du patriarche, je l'ai déjà dit quand j'étais en train de quitter les Palous, c'est de ne pas avoir laissé les commandes du parti au moment opportun. Et il est devenu trop vieux et il lui était très difficile de gérer le parti, et ce sont les gens derrière lui qui commençaient à gérer le parti jusqu'à les détruire. Très bien. Monsieur Mwenze, ne répliquez plus, hein. Antoine Gizenga, Hérodian, puis Ndaye Mutumbula. Non, je voudrais d'abord dire que pour constater qu'il n'y a pas une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, il faut avoir consulté l'Assemblée nationale pour se rendre compte de cette absence. Ça c'est compris. De deux, je voudrais préciser que, s'il vous plaît. De deux, je voudrais préciser que nos amis qui sont en face avec mon co-débatteur Steve ont été avec nous dans un peu partenaire avec la majorité présidentielle. Et à ce niveau-là, ils ne se rendaient pas compte que nous étions en mariage contre nature, puisqu'il n'y avait pas simplement les nationalistes, il n'y avait pas seulement les socialistes, mais il y avait aussi... On peut créer un programme avec tout le monde. On peut créer un programme qui n'existe pas aujourd'hui, malheureusement. Je crois que c'est un problème de gestion d'ambition. Pour revenir sur Antoine Gizenga, j'ai eu du mal à entendre mon co-débatteur qui était ancien du Palou. Je pensais qu'il devait commencer par transmettre les condoléances à cette famille. Je le fais déjà d'ailleurs. Je l'ai fait à un autre niveau. Je transmets toutes mes condoléances à la famille du Palou, à la famille de Gizenga, à sa famille biologique. Mais je l'ai entendu commencer par Ndaye Mutumbula, comme si il ne pouvait pas compatir avec son ancien chef politique. C'était la dernière question. La dernière question, c'était Ndaye Mutumbula. Nous n'avons aucun problème avec le patriarche. Mais je voudrais dire également qu'il n'y a pas simplement le patriarche Gizenga qui nous a quittés, mais notre patriarche Hérodian est parti également. Pratiquement, ce sont les deux nationalistes qui nous quittent à des moments difficiles où nous sommes pratiquement poursuivis par la communauté internationale pour les différentes sanctions et deux fois poursuivis à
cause de la révision de notre code minier. Non, ça c'est un prétexte. De ce sentiment nationaliste que pendant ce temps nous perdons des grandes personnalités comme les deux. Pour Ndaye, je vous confirme que j'ai aussi tapé dans le cuir. D'accord. J'ai été le numéro 7, même dernièrement, tout récemment d'ailleurs, j'ai fait le numéro 7 dans notre équipe de l'Assemblée nationale qu'on appelait la loi. Je suis un bon joueur au numéro 7 avec des fois des débordements insoupçonnés lorsque l'on parle du foot. Mais il faut avouer que Ndaye nous quitte, c'est pratiquement un monument qui nous quitte. Mais il faut avouer que l'âge le prend, mais c'est des bons souvenirs pour les jeunes d'aujourd'hui footballeurs, puisque pour les Léopards, je crois que nous gardons de bons souvenirs pour ce grand joueur, mais il est un fait que l'on grandit et l'on vieillit et qu'un jour on peut mourir. Très bien. Et je rappelle que son record de 9 buts dans une seule édition de finale de la CAF n'a jamais été égalé. Il meurt avec son record de 9 buts marqués en une seule édition de la CAF en 1974. Emboîter les pas à ce grand joueur. Alors, saluez-vous. Merci bien. On ne devait qu'à le faire. Alors, je vous remercie, Maître Steve Kivuata, d'avoir répondu à mon invitation. Merci, Monsieur Mwenzé, que d'aucuns appellent Maître. Pourquoi ça pourra être votre pseudonyme, Maître Mwenzé Kongolo. Maître Mwenzé, bien nommé. Alors, merci à vous, très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices. Merci enfin à vous, membres de l'équipe technique qui nous avait permis de parvenir jusqu'à nos téléspectateurs. Je rappelle que nous émettons sur la TNT Bouquet 21. Au revoir et à bientôt.